Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce mardi 17 octobre. Un nouveau maire pour Montigny-le-Bretonneux. Jean-Luc Ourgaud a été élu hier soir lors du conseil municipal de la ville. Jusqu'à présent deuxième adjoint, il succède à Michel Laugier en poste depuis 2004 et désormais sénateur. Reportage dans ce journal. Après quelques mois de travaux, elle lève le rideau. L'enseigne culturelle Le Furet du Nord ouvrira au public demain à SkyWest. Lancement au cœur du projet de revitalisation du centre commercial saint-quentinois axé sur le loisir. Nous serons sur place dans un instant. Et puis c'est votre rendez-vous hebdomadaire dans le 7-8 journal, le portrait de la rédaction. Ce soir, nous faisons la connaissance d'Alexandra Bonetti. À 25 ans, elle est l'une des plus grandes golfeuses françaises de sa génération. Mais avant de développer ces titres, le prochain Tour de France sera de passage dans les Yvelines. Le tracé de la 105e Grande Boucle a été dévoilé aujourd'hui. La compétition se déroulera du 7 au 29 juillet 2018. Dernière étape au départ de Houille, le département qui accueille donc de nouveau l'ultime étape 5 ans après Versailles. Au programme 115 km pour rejoindre le grand final des Champs-Élysées à Paris. Il continue de faire pression sur le gouvernement. 5 présidents des départements d'Île-de-France sont réunis ce soir pour une réunion publique à Versailles. C'est au Palais des Congrès autour de l'avenir de la métropole du Grand Paris. C'est en présence de Gérard Larcher, président du Sénat. Bonsoir Nicolas Kirillovitz, vous êtes sur place. Les départements continuent donc de réclamer une métropole élargie aux frontières de la région. C'est bien l'objet de cette réunion ce soir. Bonsoir Grégory. En effet, comme il y a 2 semaines, lors d'une conférence de presse organisée cette fois-ci à Paris, les présidents des départements demandent toujours que le périmètre de cette fameuse métropole du Grand Paris soit élargi au périmètre de la région, car pour le moment, cette métropole créée le 1er janvier 2016, je vous le rappelle, se limite à la ville de Paris et au département de la Petite Couronne, ce qui donne donc le sentiment à la Grande Couronne d'être un territoire exclu du projet urbain, d'être finalement un territoire de seconde zone. Et si les départements multiplient en ce moment les actions, c'est parce que les informations qui arrivent à leurs oreilles ne sont pas favorables à leurs propos. Selon des informations récentes parues dans la presse, le gouvernement et Emmanuel Macron, qui s'impliquent directement dans ce projet, s'arrêteraient plutôt sur un périmètre identique. Rien ne changerait, mis à part la suppression des départements de la Petite Couronne, 92, 93, 94, Petite Couronne donc, mais aussi certains territoires éventuels de la Grande Couronne, que donc le gouvernement irait piocher, par exemple l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ou le plateau Paris-Saclay, à cheval sur l'Essonne et sur les Yvelines. Et ça, c'est le scénario catastrophe pour les présidents des départements franciliens. Et justement, Nicolas, si cette option est retenue, aurait-elle des conséquences sur le projet de fusion entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine ? Eh oui, Grégory, c'est l'autre grand enjeu de cette réunion publique. Si les annonces du gouvernement se confirment début novembre lors d'une conférence prévue sur le Grand Paris, alors le projet, tout simplement le projet Yvelines-Hauts-de-Seine, le projet de fusion sera impossible puisque la frontière de la métropole du Grand Paris qui séparera alors les 2 départements sera un obstacle infranchissable administratif pour leur projet. Merci Nicolas et merci également à Mélanie Poquet pour les moyens techniques. Politique plus locale, maintenant, c'est désormais officiel. Jean-Luc Ourgaud est le nouveau maire de Montigny-le-Bretonneux. L'ancien adjoint remplace Michel Laugier qui a été élu sénateur fin septembre. Le scrutin s'est déroulé hier lors d'un conseil municipal extraordinaire. L'émotion était palpable, comme en témoigne ce sujet de Nicolas Kirillovitz. Ils ont travaillé plus de 20 ans ensemble au sein de cette assemblée. L'un quitte son poste, l'autre le découvre. Dans un moment très solennel, Jean-Luc Ourgaud a été élu largement nouveau maire de Montigny-le-Bretonneux ce lundi 16 octobre à 67 ans. Avec 32 bulletins pour sur 37, le nouvel élu souhaite se placer dans l'action de son prédécesseur. Moi, je m'inscris complètement dans les pas de Michel Laugier. Et encore une fois, comment pourrait-il en être différemment ? Puisque jusqu'à présent, tous les collègues de la liste ont voté pour le programme qui a été le nôtre. Donc oui, c'est une continuité et pas du tout une rupture. Devenu sénateur fin septembre, Michel Laugier quitte donc un siège qu'il a occupé pendant 13 ans. Ce conseil municipal était aussi l'occasion pour les élus de lui rendre un dernier hommage. Aujourd'hui, les choses sont faites. Il y a un nouveau maire à Montigny-le-Bretonneux
à la tête de l'équipe que j'ai eu l'honneur, le plaisir de conduire, de sélectionner, dont je leur souhaite beaucoup de succès et je serai toujours là avec un œil bienveillant. Le nouvel organigramme municipal n'est modifié qu'à la marge. Suzanne Blanc conserve ainsi son poste de première adjointe en charge de la vie scolaire. Yannick Ledorz intègre lui l'exécutif et devient responsable de la communication. Une continuité qui ne devrait pas bouleverser les relations parfois tendues avec l'opposition. Je pense qu'on a intérêt à continuer à se battre sans relâche pour faire valoir nos propositions, à les faire entendre, à les faire accepter parfois, comme ça a parfois été le cas avec Michel Laugier. J'espère que ce sera le cas aussi là avec Jean-Luc Courgault. Après, on a quelques désaccords quand même sur est-ce que Montigny aujourd'hui est une ville exemplaire en matière d'écologie, en matière de solidarité. Après la mairie de Montigny-le-Bretonneux, une nouvelle élection aura lieu jeudi prochain au sein du conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pour élire le successeur de Michel Laugier à la présidence de la collectivité. Un poste qui devrait revenir au maire d'Elancourt, Jean-Michel Forgous. À Rambouillet, il siège désormais parmi les non-inscrits. Le président du parti chrétien-démocrate, Jean-Frédéric Poisson, quitte la majorité de droite au conseil municipal. Une rupture pour l'ancien maire de la ville qui faisait partie du groupe depuis 1995. Raison avancée, l'élu accuse le maire adjoint UDI Gilles Schmitt de ne pas avoir respecté sa parole. Ce dernier est devenu en juin le suppléant de la députée LREM de la 10e circonscription des Yvelines, Aurore Berger, qui a remporté la circonscription face justement au parlementaire sortant, Jean-Frédéric Poisson. Retour à Saint-Quentin en Yvelines, les travaux ont débuté depuis février, ceux du pont et de l'avenue Schuller qui relie Maurepas à la gare de La Verrière. Le chantier a pour but de doubler les voies du pont et de créer donc un corridor pour les bus. Le point sur les travaux avec Camille Lambert et Mélanie Poquet. L'asphalte vient tout juste d'être posé côté gare de La Verrière. La route réservée au TCSP, transport collectif en site propre, est quasiment terminée. La partie asphaltée qui est la plus brillante, c'est réservé aux piétons. C'est non glissant, hein. C'est pas parce que c'est brillant, c'est glissant. La partie plus large va être séparée en deux, c'est des voies cyclables. Hein, Et puis la partie entre les bordures en granit, en grès exactement, sera réservée à terme uniquement au TCSP. La déviation actuelle deviendra pérenne pour les véhicules particuliers. Du côté de Maurepas, le doublement du pont Schuller a pris du retard. Un prolongement d'environ 2 mois et demi de travaux est envisagé. Lors des explorations qui ont été faites initialement avant le début des travaux, au niveau des culées des ponts, n'ont pas pu être décelés sur ces 2 culées de part et d'autre de la nationale, des pieux qui avaient été installés il y a quelques dizaines d'années, en prévision certainement déjà du doublement de ce pont. Et il a fallu donc réenvisager une construction différente et de prévoir des micro-pieux. Un retard et un surcoût, près de 500 000 € de plus pour cette partie des travaux. Le budget initial était de près de 9 millions d'euros, dont plus de 6 millions de subventions de l'État, de la région et du département. L'ouverture au public se fera demain. L'enseigne culturelle Le Furet du Nord débarque à SkyWest après plusieurs mois de travaux. C'est au cœur du projet de revitalisation du centre commercial de 30 000 mètres carrés. Bonsoir Michael Emidoro, vous êtes en direct depuis le centre commercial. Une arrivée qui témoigne de la stratégie de SkyWest tournée désormais vers les loisirs et la culture. Oui, Grégory, vous le disiez, le centre commercial SkyWest, qui est basé ici à Montigny-le-Bretonneux, est en train de trouver une nouvelle impulsion. Pour nous expliquer cette nouvelle dynamique, je suis avec le directeur du centre, Mohamed Madounari. L'arrivée des Furets du Nord ici à Montigny-le-Bretonneux, à SkyWest, marque-t-elle le début d'une nouvelle ère pour le centre commercial ? Oui, bonjour Mickaël. Et alors effectivement, nous avons le plaisir de relancer le centre commercial SkyWest et ce renouveau est lancé avec cette première pierre à l'édifice, l'ouverture de Furet du Nord qui arrivera demain matin à 10h. Donc forcément, c'est une nouvelle ère qui s'annonce pour Montigny-le-Bretonneux et pour SkyWest. Alors c'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs années, d'un projet qu'on a voulu tourner sur la culture, le sport et le loisir. Un projet qui est venu compléter une offre déjà existante sur Espace Saint-Quentin, qui d'ailleurs, petite parenthèse, fêtera ses 30 ans et les festivités commenceront demain, et qui viendra compléter l'offre déjà présente sur Espace Saint-Quentin en répondant à une cible de clientèle en recherche justement de loisirs. L'arrivée des Furets du Nord va-t-elle être suivie de d'autres annonces ?
dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois? Bien évidemment, on ne va pas s'arrêter là, bien au contraire. Donc dans le sens, je peux vous annoncer sur courant 2018, courant deuxième semestre 2018, par exemple, sur le thème du loisir, l'arrivée d'Highway, qui est une enseigne de loisirs créée par 2 Lyonnais, avec une seule enseigne sur Lyon. Et donc le second arrivera en région parisienne et plus précisément sur SkyWest. Donc on aura le plaisir de les accueillir et qui proposera de la simulation de voitures de Formule 1 sur Vérin, par exemple. Donc l'arrivée des Furets du Nord marque un tournant vraiment dans le centre commercial SkyWest. On se recentre plutôt sur la culture et les loisirs. C'est une vraie volonté de la part des clients? Alors c'est une vraie demande, on a la chance de pouvoir établir régulièrement des études clientèle qui nous ont permis effectivement de venir affiner notre projet, et il y avait une vraie attente sur ce domaine, justement sur le loisir. Alors l'arrivée d'Highway courant 2018 sera complétée par d'autres enseignes. Dans la restauration par exemple, nous accueillerons Bichef qui est une enseigne de bagel, Fresh Burritos, une enseigne mexicaine, vraiment des enseignes qui apportent quelque chose de nouveau et, comme je le disais tout à l'heure, qui vient compléter une offre plus standard qu'on retrouve sur le centre commercial Espace Saint-Quentin. Vous avez fait des études pour recentrer SkyWest vers le loisir? Nous réalisons déjà des études tous les 2 ans où nous questionnons nos clients sur leurs points de satisfaction, leurs attentes. De ces études, nous en ressortons des conclusions, et ces conclusions nous permettent justement de construire des projets. Donc alors c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, de plusieurs mois, voire plusieurs années, parce qu'en plus des négociations, effectivement, nous maintenons cette proximité avec nos clients de manière à répondre à leurs attentes. Merci beaucoup Mohamed, et bon démarrage demain pour les Furets du Nord. Je le rappelle, c'est demain, mercredi, à SkyWest que les Furets du Nord ouvrent leurs portes. Et merci à vous Mickaël, et aussi à Patrick Jacques de Dixmude au cadrage, vous le rappelez, l'enseigne culturelle des Furets du Nord qui ouvrira donc demain à SkyWest après plusieurs mois de travaux. Ce chantier, lui, n'a pas commencé, mais on sait désormais à quoi ressemblera l'église Saint-Joseph le Bienveillant à Voisins, le Bretonneux. Les architectes ont présenté jeudi dernier la version définitive de l'édifice religieux devant les fidèles. Située dans la future ZAC de la Remise, l'église pourra accueillir 800 personnes et affichera des lignes pour le moins futuristes. Mickaël Elmidoro et Aurélie Ronze. Dans 3 ans, les paroissiennes et les paroissiens de Montigny et Voisins le Bretonneux pourront se retrouver dans ce lieu. Plus de 250 personnes avaient fait le déplacement pour découvrir les esquisses définitives d'un projet qui remonte à plus de 10 ans. Un édifice qui se voit et qui à la fois montre la prière, l'accueil des personnes qui sont chrétiennes ou qui ne sont pas chrétiennes. Un édifice où des chrétiens prient et se réunissent le dimanche pour prier et en semaine. Un projet de 7,5 millions d'euros financé par le diocèse de Versailles et qui se voulait participatif. Les gens ont été associés à la définition du cahier des charges, au choix du nom, à la discussion sur les premières esquisses. Donc les gens se prennent au jeu, on peut dire, et ont envie que cette église soit la maison de tous et qu'ils aient tous pu participer à sa conception. Une démarche qui a visiblement séduit les intéressés qui approuvent ce projet et ses lignes modernes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'église doit être tournée vers demain. Et cette église est bien le reflet à la fois de la tradition de l'église et en même temps d'une église qui est tournée vers l'avenir. Ce qui me plaît, c'est l'aspect maternel, rond, et les 2 tantes qui se rencontrent. Ça, je trouve ça extraordinaire. L'heure est désormais à la réflexion sur la décoration intérieure. Les travaux, eux, devraient commencer début 2019 pour une ouverture prévue en 2020. Mission mieux manger, les 10 jours de l'équilibre alimentaire se déroulent en ce moment à Trappes, c'est jusqu'à vendredi. Atelier cuisine, sortie et dépistage gratuit du diabète sont au menu de cet événement. Pour en parler avec moi, Maureen Auger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice adjointe de la Maison des parents de Trappes qui organise l'événement. Alors les animations ont débuté le 11 octobre dernier pendant la semaine du goût qui regroupe des milliers d'initiatives en matière d'alimentation. Et ce n'est pas la première fois que Trappes, que la Maison des parents organise un événement autour de l'alimentation. C'est devenu une habitude chaque année maintenant. C'est ça. En fait, à la Maison des parents, on pilote ce projet qui est un projet municipal et c'est grâce à une subvention de l'ARS qu'on peut le mener à bien.
Le but, c'est de faire rayonner cette action sur l'ensemble des services de la ville, aussi bien le service de jeunesse, de petite enfance, de l'enfance, donc sur les établissements scolaires également. Oui, parce que ça va se dérouler sur plusieurs lieux de la ville. Exactement, ça se déroule sur plusieurs lieux de la ville. Il y a en effet un temps fort qui se déroule actuellement sur 10 jours dans les centres socioculturels, avec des ateliers cuisine, comme vous l'avez dit, avec des dépistages de diabète. Mais le but, c'est vraiment de faire rayonner ça pour sensibiliser l'ensemble de la population, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Quand on sait, Maureen Auger, que l'obésité touche en France 15% de la population et que parmi cette population, il y a de plus en plus de jeunes qui sont touchés par l'obésité, que les prévisions aussi de l'Organisation mondiale de la santé ne sont pas bonnes en la matière, on imagine aussi toute l'importance d'informer, d'organiser cet événement sur l'alimentation. Oui, et en plus sur Trappes particulièrement, on a un contexte quand même territorial qui est assez défavorisant, on va dire, pour cette mesure d'obésité, dans la mesure où on a presque 27% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, donc forcément qu'il n'y a pas forcément les moyens de manger correctement. Donc avec ces moyens-là... Pauvreté et obésité sont parfois liés. Exactement, et donc du coup, le but, c'est de mettre à disposition des ateliers tels que les ateliers de cuisine avec une diététicienne pour apprendre le bien manger sur des coûts de revient très accessibles. Et d'avoir un impact sur l'ensemble d'une famille en particulier. Et donc de plusieurs. Et donc nous, notre action, elle se déroule là sur 10 jours. Et nous, on la prolonge au sein de la Maison des Parents sur un atelier pendant une semaine, la première semaine des vacances de la Toussaint, avec donc des ateliers parents-enfants. Notre cible, c'est les 11-15 ans. D'accord. Ces jeunes, ces familles, ces parents nous viennent soit de manière spontanée en entendant parler de ce programme-là, soit ils nous sont orientés par des médecins généralistes qui sont de la ville et qui sont inscrits au REPOP, ou alors par les infirmières scolaires. Le REPOP, juste pour qu'on soit clair pour c'est un réseau de prévention de l'obésité pédiatrique. Très bien. Donc voilà, et donc le but, c'est vraiment d'avoir une action de prévention et de ne pas le faire seul dans notre coin, mais de le faire rayonner avec des partenaires de la ville, donc les infirmières scolaires notamment, les médecins généralistes, mais aussi le centre de santé municipal. On rappelle aussi ce qu'est la structure de la Maison des Parents qui organise, je le rappelle, cet événement. C'est un véritable lieu de relais pour les parents afin de les informer sur l'éducation de leur enfant. Ouais. Oui, non, c'est une mauvaise définition. C'est pas une quelle est la bonne mauvaise, définition mais c'est surtout que c'est un lieu ressource, je dirais, davantage que relais. Bien sûr, on fait le relais parce qu'on n'est pas là pour faire du suivi, qu'on s'inscrit pas du tout dans une concurrence, que ce soit avec le conseil départemental ou la PMI, tout ça. Le but, c'est vraiment de recevoir les familles, de travailler sur le lien de la parentalité, le lien parent-enfant, de leur donner des clés, des billes, mais que bien sûr, s'il y a une situation qui relève pas de notre compétence, on est là effectivement pour passer le relais et donc d'orienter au mieux nos familles. Oui. En parlant des animations, vous avez déjà un peu dit des choses là-dessus. Il y a des ateliers cuisine qui sont organisés donc en ce moment. Il y en a un jeudi notamment au centre socioculturel des Merisiers de 9h à midi. C'est le bio à tout prix, c'est une question. Un autre atelier aussi, c'est l'alimentation face au diabète. Vendredi de 13h à 15h30 également au centre socioculturel des Merisiers. Là, c'est l'idée de donner des solutions aussi clés en main aux parents. Exactement, en fait, c'est sur des petits groupes. On accueille 10-12 personnes, vraiment maximum. Il y a notre diététicienne qui vient. Donc c'est Anaïk Renarc avec laquelle on a l'habitude de travailler, qui vient et qui donne des billes, des recettes, des choses très simples à faire très rapidement parce que quand on est maman ou quand on est papa et qu'on travaille, le soir on ouvre le frigo, il faut vite trouver quelque chose. Donc oui, le but c'est ça, c'est de donner des outils pour s'organiser et puis pour bien manger avec toute la famille et les enfants. Je voulais aussi aborder avec vous enfin le dépistage gratuit du diabète. Il y en a plusieurs, il y en a eu 3 tout au long de cet événement. Il y en aura un dernier donc vendredi de 13h30 à 15h30 au centre socio-culturel Luxuro à Trappes. Pourquoi mettre en place aussi ces dépistages? C'est parfois difficile d'y accéder, de faire ces dépistages. Je pense que oui, on communique beaucoup dessus, mais on ne sait pas forcément comment. D'une part, on dépiste alors que c'est plutôt rapide, puisque c'est un test de glycémie. Le souci, c'est qu'il ne va pas forcément être probant et que là, on va plus détecter un facteur de risque de développer cette maladie-là et on va les orienter après vers le centre de santé municipal pour suivre le dépistage. Voilà, mais l'accès est libre. On peut y aller. Il y a le petit déjeuner qui sera offert en plus sur place, donc allez-y.
Merci Maureen Auger d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes la directrice adjointe de la Maison des parents de Trappes. Elle organise jusqu'à vendredi les 10 jours de l'équilibre alimentaire. C'est jusqu'à vendredi, je viens de le dire. Et le programme complet est à retrouver sur le site internet de la ville de Trappes, www.trappes.fr. Vous en avez désormais l'habitude. Comme chaque mardi, le portrait de la rédaction sur une personnalité des Yvelines. Ce soir, direction le golf national de Saint-Quentin en Yvelines pour faire la connaissance d'Alexandra Bonetti. La sportive est à 25 ans, l'une des plus grandes golfeuses françaises de sa génération. Mickaël Elmidoro l'a rencontrée sur les greens. Alexandra Bonetti est joueuse professionnelle sur le circuit européen, mais avant d'en faire son métier, le golf est avant tout une passion pour cette Parisienne de 25 ans. La sportive a tapé ses premières balles à l'âge de 7 ans au golf national de Saint-Quentin en Yvelines après avoir vu ses parents jouer. Décidée à s'améliorer, elle a ensuite pris des cours dans la structure sous l'impulsion de sa famille. On a dû commencer à prendre des leçons vers l'âge de 10 ans. Ils avaient une super école de golf ici, vraiment super. Donc je suis restée jusqu'à mes 17 ans. Et donc, tous les week-ends, ils m'amenaient. Le mercredi après-midi, ils m'amenaient après l'école. Ils ont tout fait pour que je puisse réussir dans ce que j'aime. Cette passion a développé son esprit de compétition. En 2007, à Saint-Quentin-en-Yvelines, la golfeuse décroche à 15 ans la médaille de bronze du championnat d'Europe dames en étant invitée du tournoi. Un moment clé dans sa jeune carrière. C'était presque impensable, vraiment au début de la semaine. Donc là, ça a été le déclic. J'ai commencé à intégrer les équipes de France. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, ça me plaît vraiment. Suite à cette performance, Alexandra Bonetti intègre l'équipe de France, termine 3e des championnats du monde amateur en Argentine en 2010 et rafle l'or au championnat d'Europe dames en 2014. Après son bac, elle joue dans une université au Texas entre 2011 et 2015 et sillonne les greens américains. Pour continuer à engranger les succès sur le circuit, la joueuse s'entraîne de façon intense 6 jours sur 7. Donc il y a 5 séances de sport par semaine que je fais, soit le matin avant de venir au golf, soit dans la soirée. Et ensuite, c'est un équilibre entre le practice, le petit jeu, donc putting, chipping, et le parcours. Donc ça prend pas mal de temps. Un entraînement nécessaire pour réaliser une quinzaine de tournois par an aux 4 coins du monde et surtout pour perfectionner son point fort, le jeu court. Pour cela, Alexandra a mis en place une technique. Je vais prendre beaucoup de recul derrière la balle pour regarder une première fois la ligne, surtout les mouvements gauche-droite. Puis je vais aller de l'autre côté, où là je vais aller un peu moins loin pour surtout me centrer sur la fin du putt et les mouvements près du trou. Et ensuite je vais repasser par le côté le plus bas. Cette technique sur le jeu court lui permettra peut-être de réussir à intégrer le circuit américain dames à l'horizon 2019, l'un de ses plus grands rêves de golfeuse. À bientôt. Le week-end dernier, pompiers, policiers, gendarmes et associatifs étaient réunis à Voisins-le-Bretonneux pour sensibiliser à la sécurité routière. Nombreuses animations proposées comme la voiture tonneau ou encore le simulateur de conduite. Nicolas Dandry et Léa Rèche. Non, ce n'est pas la nouvelle attraction de la ville de Voisins-le-Bretonneux, mais plutôt une animation de prévention routière. Souad et sa fille Yasmine ont participé à ces exercices. Le but de cette voiture tonneau, c'est bien mettre la ceinture. On va vous expliquer certaines règles. C'est des automatismes, ça prend quelques secondes. Plusieurs stands de sensibilisation ont été installés dans la cour de l'espace culturel de Cauville afin que chacun puisse mieux appréhender les dangers. On va passer par-dessus l'obstacle. À travers des masques, les participants vont pouvoir ressentir les symptômes de l'alcool ou du cannabis et ainsi tester leur capacité physique. En fait, je voyais rien. Je voyais que le haut et je voyais comme une loupe. Et le bas, je devais baisser la tête pour pouvoir voir. C'est pour pouvoir le faire comprendre aux personnes qui testent, alors évidemment d'abord les adultes et on peut le faire aussi à certains enfants, comprendre le comportement qu'on peut avoir face à ce type de consommation et par rapport à le comportement du cerveau par rapport à ce type de message.
La volonté du département est de réduire la mortalité sur la route qui, à la mi-année 2017, est en hausse sur le territoire. En cause notamment l'alcool, la fatigue et la vitesse. Ces images avant de se quitter, Cyril Hanouna, l'animateur Cyril Hanouna a rendu visite à l'association Média Handicap. Il était la guest star de la journée de l'Espérance dimanche au centre sportif Pierre de Coubertin à Montigny-le-Bretonneux. Un événement pour changer les regards sur le handicap. Des défis étaient d'ailleurs proposés. Cyril Hanouna en a relevé 3, celui du goût, du basket fauteuil et un défi les yeux bandés. Créé en 2004, Média Handicap promeut une autre image des personnes handicapées. Plus d'informations sur la page Facebook de l'association. C'est la fin de ce 7-8 journal, reportage et replay à consulter sur notre site internet et notre application mobile TV78. Excellente soirée à tous.